Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons à l'Institut du Monde Arabe qui vous donne une vue exceptionnelle sur Paris et surtout sur cette cathédrale blessée qui est derrière moi, qui est Notre-Dame. 300 millions de critiques, vous savez, c'est l'ensemble de l'actualité francophone qui va être revue et commentée par mes camarades qui sont autour de moi. Nous allons vous donner la possibilité, évidemment, de donner votre opinion grâce aux réseaux sociaux. Dans un instant, avec ma camarade Laura, j'accueille Marie-Christine Trottier de Radio-Canada. Ma chère Marie-Christine, bienvenue et bravo d'être ici. Sylvestre Desfontaines pour la RTBF. Bonjour. Laura Tenucci, donc de France Télévisions. Bonjour. À mes côtés, Estelle Martin de TV5 bonjour. Monde. La pauvre Laura n'a même pas eu le temps de me dire bonjour. Je l'ai immédiatement coupé, évidemment. Michel Serruti de la radio-télévision suisse, qui est un grand spécialiste de Platon, qui est né, figurez-vous, la même semaine de mai que celle que nous vivons, sauf que c'était en 427 avant Jésus-Christ. Et Platon est l'auteur de cette célèbre phrase: l'art est une imitation d'une imitation. Vous avez 2 heures. Je ramasserai les copies. Nous allons commencer par l'instantané de la semaine. Et donc, Marie-Christine, vous allez vous y coller. Eh oui, et je frappe fort parce qu'une disparition énorme, c'est-à-dire l'architecte de la pyramide du Louvre, et de la place Ville-Marie à Montréal, donc 2 monuments qui appartiennent à ces 2 cités. Je parle du sino-américain Liu Ming-pai qui meurt à 102 ans. Et quand je parle de modernité, il a vraiment fait entrer Montréal dans la modernité avec la place Ville-Marie. Donc, alors, respect à monsieur cet architecte gigantesque. Voilà, et plus que centenaire. Ce qui va vous arriver, mon cher Sylvestre, je l'espère, avec ce petit Teddy que vous portez avec vigueur. Votre instantané. Les 50 ans de l'atelier théâtre Jean Vilar, c'est un atelier théâtre qui se trouve à Louvain-la-Neuve, qui est un théâtre progressiste et engagé, qui s'inspire évidemment de Jean Vilar et du Théâtre national populaire et du Festival d'Avignon également. Ma chère Laura. Moi, c'est une photo qui va vous faire plaisir, Guillaume, puisque c'est celle de Mick Jagger, artiste anglophone, mais dont on parle partout sur la toile francophone, puisque les Rolling Stones viennent d'annoncer qu'ils reprenaient leur tournée après l'incident cardiaque de Mick Jagger. Donc ça y est, les billets sont en ligne, vous pouvez les acheter dès à présent. Le 21 juin, ils seront à Chicago. 21 juin, donc tournée américaine, mais pour évidemment donner à tout ça un caractère francophone, n'oublions pas qu'il vit souvent en France car il a un petit château, un très léger petit château, donc en Touraine. Michel. Une photo aussi belle que terrible pour illustrer l'œuvre de Christophe Buchel exposée à la Biennale de Venise, Barca Nostra, qui représente, eh bien, ou plutôt qui met en scène le bateau qui avait fait naufrage au large des côtes italiennes en 2015, entraînant avec lui la mort de 800 à 1000 immigrés africains. C'est une œuvre qui fait passablement polémique. Estelle Martine. Alors, un instantané égotique, hein, je l'avoue. D'ailleurs, vous voyez, je suis sur la photo. Voilà, parce que c'est une photo que j'ai prise avec Salif Lassource. C'est un jeune danseur parisien qui a ému, enfin, qui a vraiment conquis le monde entier grâce à Instagram, grâce aux réseaux sociaux, puisque Dwayne Johnson, l'acteur dit The Rock, et aussi le basketteur LeBron James avait retweeté sa vidéo de Moonwalk, vous l'avez vu. Voilà, et maintenant, ce jeune homme a une carrière internationale. Donc je trouve ça assez génial. Une carrière internationale ou une carrière sur Instagram? Non, sur international, il signe des contrats, il est parti aux États-Unis. Ah bon, vous m'en dites tant. Vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu danser, mais je l'ai vu en vrai, c'est hallucinant. Hallucinant. Instagrammationnel. Voilà, mon instantané sera Yan Peiming, artiste franco-chinois qui est né en 1960, qui est venu en 1980 en France et dont une exposition magnifique a permis la réouverture du musée de Dijon avec des chefs-d'œuvre de Titien, des chefs-d'œuvre de Manet, des chefs-d'œuvre de Monet, un tableau de la Tour qui sont des tableaux exceptionnels. Et on parle assez peu de ce musée de Dijon, donc vous allez revoir cette figure magnifique de Yan Peiming, qui est donc un des grands peintres qui utilise la peinture contre les images qui malheureusement nous défigurent, qui sont les images du quotidien, souvent celles de la télévision et l'Instagram. Voici le sommaire de cette excellente émission. Bientôt, nous allons crouler sous une chaleur épouvantable, car il fait beau sur Paris, ce qui n'est pas arrivé depuis 1215. Son commissaire Adamsberg l'a rendu célèbre, ses polars sont traduits dans une quarantaine de pays. Fred Vargas a décidé de publier un livre sur l'urgence climatique, ce qui nous fournira matière à discuter du changement de genre littéraire. Ne l'appelez plus maître, Gims suffira désormais. Il a raccourci son nom et rallongé un album sorti il y a 1 an. Est-il toujours une méga star? Nous en débattrons. L'exposition qu'accueille en ce moment l'Institut du Monde Arabe, où nous sommes aujourd'hui, intitulée « Foot et Monde Arabe, la révolution du ballon rond », sera également l'objet d'un débat pour savoir si le football entre dans la catégorie culturelle. Instantané, coup de cœur et invités sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
Il s'agit de littérature et aussi de livres pour ce premier sujet, puisque vous connaissez les aventures du commissaire Adamsberg qui l'ont rendu célèbre. Elle est traduite dans une quarantaine de pays et elle figure dans le palmarès des meilleures ventes depuis maintenant des années, notamment lorsque l'un de ses polars est publié. Il s'agit de Fred Vargas, puisque c'est d'elle dont nous parlons, et qui a décidé de sortir un livre d'un tout autre genre, puisque c'est une conscience. Cette chère Fred, elle s'inquiète sur l'état de la planète et il a pour titre ce livre L'humanité en péril. Nous allons, dans un premier temps, dire quelques mots de cet ouvrage, comme on dit, et nous élargirons ensuite le débat à ces écrivains qui passent d'un style ou d'un genre à l'autre. Mais avant, donc, ma chère Estelle, parlez-nous de ce petit opuscule. Alors, vous l'avez dit, Fred Vargas, c'est la reine du polar. Elle nous fait frissonner avec les aventures normalement criminelles. Alors là, elle nous fait aussi frissonner avec donc ce qui n'est pas un roman, mais ce qui est un état des lieux de la planète. Le livre cartonne en librairie et il coïncide avec la parution du rapport du GIEC de la biodiversité qui nous dit que la planète va très mal. On le sait, elle-même, elle le dit que tout le monde le sait ou plus ou moins. Et en fait, elle rappelle qu'elle-même, elle est chercheuse, donc elle revient sur toutes les enquêtes qui ont été menées. Il n'y a pas de grandes révélations, hein, simplement, elle répète ce que nous disent les scientifiques depuis des années et des années, c'est-à-dire qu'il fait très chaud, et pas seulement sur ce plateau. Donc voilà. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve que comme le livre est en une, effectivement... J'adore le résumé qu'elle fait. Elle lui dit Non, il fait très chaud. Il fait très chaud. Le réchauffement Donc soyez inquiets, il fait très chaud. Mais elle part en guerre contre les grands groupes, elle part en guerre contre la croissance qui malgré tout le mal que ça peut faire. Quoi. Oui, elle est très engagée. D'ailleurs, elle était sur tous les plateaux télé, elle était dans tous les magazines. On sent que pour elle, c'est une cause. Et je crois que c'est important qu'une écrivaine aussi populaire se prenne vraiment, fait cause pour quand même la planète. Je pense que ça vous inquiète aussi, l'état de notre planète. Guillaume, l'état de la planète m'inquiète, mais l'état du livre de Fred Vargas aussi. Non, mais c'est bien. Après, c'est vrai que c'est pas peut-être pas la plus gêne. Oui, en même temps, ça l'est. Voilà. Ah ben, ça l'est, mais c'est vrai que quand on referme le livre, on n'ose même plus mettre une capsule de café dans sa machine en disant qu'on pollue. Et c'est vrai qu'on ne reste pas indemne en sortant du livre. En tout cas, moi, j'ai revu la façon de voir les choses. Je ne sais pas si ça va durer. Effectivement, elle nous alerte. Et sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui la suivent et qui font du prosélytisme et qui achètent le livre à leur entourage. Et il y a ceux qui disent attention, c'est hyper anxiogène, c'est très culpabilisant. C'est vrai que c'est un livre qui nous culpabilise énormément. Ou responsabilisant. C'est selon Ça dépend. comment on le voit. Alors, mettons un peu d'ordre dans cette émission qui est d'une vivacité exceptionnelle, mais qui va nous permettre justement d'aborder le thème par-delà le livre de Fred Vargas qui nous intéresse, c'est-à-dire au fond ces écrivains. Alors je vais prendre l'exemple le plus célèbre, mais il y en a des dizaines. Hein. Vous pourriez prendre Voltaire entre les contes et les pièces de théâtre, Victor Hugo entre les romans et choses vues sur les mouvements sociaux. Bref, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais est-ce qu'il y a, par exemple, chez vous, un sujet qui, dans ce domaine, vous a particulièrement intéressé, mon cher Sylvestre? Ouais, ce qui m'a frappé, c'est le côté nécessité d'écrire, une nécessité irrépressible d'écrire. D'ailleurs, elle le dit, hein, vraiment, je pouvais vraiment pas m'empêcher d'écrire ce livre. Je me suis dit que peut-être, comme beaucoup de gens me suivaient, ils allaient pouvoir me suivre et que j'allais pouvoir les sensibiliser. Ça m'a fait penser à d'autres écrivains qui sortent de leur champ comme ça à un moment donné parce qu'il y a une nécessité. Je pense, alors vous allez trouver que je vais un peu loin, mais je pense au J'accuse par exemple, qui pour moi c'est dans la même lignée si on veut. Je pense aussi à des choses comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui a été écrit pendant la guerre et Saint-Exupéry qui était un auteur pour adultes, mais qui on a surtout retenu qu'il était auteur pour enfants et on a oublié aussi qu'il était aviateur, etc. Donc sont des auteurs qui sortent à un moment donné de leur champ, puisque c'est l'objet de la question, et qu'ils le font, alors pour plein de raisons, mais moi ce qui m'intéresse, et singulièrement avec Fred Vargas, c'est le côté nécessité. Je le fais, j'ai une tribune, des gens me suivent, je suis capable d'écrire, et j'y vais, quoi. Et d'autant qu'elle a quand même la crédibilité de pouvoir le faire, elle est archéozoologue, pardon. Ouais. C'est plus facile à l'écrire. Mais effectivement, elle a cette crédibilité-là, et en plus, elle a l'audience. Alors, ça a été tiré à quelques milliers d'exemplaires. Je crois qu'elle fait plusieurs centaines de milliers d'exemplaires quand elle sort un bouquin du commissaire Adamsberg. Mais je pense que ce bouquin, il va être réimprimé à un moment donné. Ça se vend bien. Ça se vend vraiment bien, ouais. Ça se vend très bien. Ça se vend bien, mais c'est pas ce qu'on appelle, pardonnez-moi le terme chinois, le feel
feel-good bouquin. C'est très, comme le disait Laura, c'est très culpabilisant. Fred Vargas a cette crédibilité pour le faire. Elle a cette popularité. Elle utilise sa tribune, qui est immense. Les lecteurs, ça cartonne en librairie, ce livre. Mais je me mets à la place de l'éditeur. Peut-être qu'il a donné carte blanche un peu rapidement à Fred Vargas parce qu'elle brise carrément le quatrième mur. On n'est pas dans une fiction. On n'est pas avec le commissaire Adamsberg. On est avec elle et elle panique et la planète est foutue. Il est minuit moins une. Alors, je me suis dit, et j'ai relu Dionne Meyer qui, en entrevue, a cette pensée très brillante. Lorsque l'imaginaire est associé à la pensée critique, c'est le début d'une réflexion. Et c'est là où le pouvoir de la fiction demeure énorme. On jase, là, Fred Vargas va fulminer s'il regarde l'émission. Mais si le commissaire Adamsberg était arrivé au cœur d'un complot mondial sur la disparition de la planète, tout cet argent public qui est mal utilisé pour justement le réchauffement climatique, pour qu'on sauve la planète qui est détournée pour d'autres fins. Je pense que ça aurait été plus vibrant, à mon sens. Michel. Oui, pour avoir lu le livre et surtout pour, dans une autre vie, enfin, qui se prolonge aujourd'hui, m'être occupé de questions environnementales quand je bossais plus régulièrement pour le journal télévisé, c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'a véritablement surpris dans le livre de Fred Vargas. Elle reprend bon nombre de conclusions du GIEC ou qu'on peut retrouver sur différents sites. Donc j'ai l'impression, elle, d'une certaine manière, qu'elle découvre quelque chose qui, scientifiquement, ou chez les personnes qui s'occupaient jusqu'à présent de questions environnementales, était déjà su. Elle en prend conscience, elle essaie de partager cette urgence. Alors il y a le bon et le mauvais côté, c'est-à-dire qu'en partageant cette urgence, il y a vraiment un côté presque paniquant dans la manière dont elle écrit, mais il y a un côté aussi où il n'y a pas d'hiérarchisation dans les infos, tout est livré comme ça. C'est difficile à lire, dans le sens où il y a énormément de choses qu'elle partage avec nous. Alors, ce que je souhaite, et ce que je peux souhaiter pour le livre, effectivement, c'est qu'il touche un public qui, peut-être, lui, jusqu'à présent, ne s'occupait pas véritablement de questions environnementales, et que ça le sensibilise à ces questions-là. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce livre-là, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il fonctionne. En même temps, c'est certainement pas le public de Fred Vargas, qui est un public de convaincus dans ce domaine, à l'évidence. Alors, si c'est le cas, et c'est le risque, et c'est dommage, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que le bouquin, je suis obligé de dire d'un point de vue littéraire, parce qu'on parle de ça aussi, et des auteurs qui passent d'un style à l'autre, on ne peut pas dire que ce soit la Fred Vargas qui soit aussi ciselante et aussi inspirée que dans ses bouquins, dans ses romans policiers. C'est pas un bon bouquin d'un point de vue littéraire, malheureusement, il faut bien le dire. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'elle met en avant sont des choses qui sont bien réelles, qui sont bien dangereuses, pour lesquelles il faut se préoccuper et pour lesquelles il faudra vraisemblablement, enfin plus que vraisemblablement, pour lesquelles il faudra qu'on change un certain nombre de nos comportements au quotidien, ça c'est sûr. Revenons justement sur les auteurs qui switchent d'un genre à l'autre. Laura, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce domaine ? Ce qui m'a marqué, moi, personnellement, c'est effectivement, comme le disait Sylvestre, Saint-Exupéry qui a vraiment réussi ce changement-là. Et quand on regarde, parce que c'était intéressant de voir le point de vue des fans de Fred Vargas sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont accepté ce changement ? Vous le disiez, ils sont convaincus. Mais pour rejoindre aussi ce que disait Michel, c'est littéralement, littérairement, moi je vais y arriver. Littérairement. D'un point de vue littéraire, parce que nous sommes en direct, hein, on le sait. Donc, d'un point de vue littéraire, et effectivement, c'est pas son meilleur ouvrage, mais elle le disait au départ, elle était partie pour écrire juste un petit manifeste qui ne devait pas dépasser 50 pages. Et au fur et à mesure, elle a eu besoin de dire de plus en plus de choses, d'étayer ses propos par des exemples. Donc, c'est vrai que je suis restée beaucoup sur l'évolution de la Fred Vargas, comme on la connaît, et par rapport à ses romans habituels, à ce manifeste-là. Et pourtant, Dieu sait que je défends l'environnement, mais là, je me suis sentie prise en otage en me disant c'est mal pointé du doigt. Et en tant que lecteur, on se sent pointé du doigt et c'est pas ce dont on a l'habitude avec elle. Voilà. Alors, elle s'adresse d'ailleurs directement au lecteur. Donc elle s'adresse directement, on sent vraiment le doigt qui passe à travers la page, quoi. Non, mais moi, ce que je trouve amusant, c'est que d'habitude, les auteurs de... Enfin, là j'ouvre... Enfin, je vais sur un autre champ, mais c'est vrai que souvent, les auteurs de polar, ils veulent se racheter, non pas une conduite, entre guillemets. Il y a un côté un peu... on fait du genre, on aimerait bien avoir un bon, vrai roman. Non, parce que j'ai pensé à Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, qui est un auteur de polar et qui est passé, qui a eu le Goncourt avec Au revoir là-haut, parce qu'il voulait faire un vrai roman populaire. Là, on était dans une autre démarche plus littéraire.
littéraire, effectivement, que là, Fred Vargas, on n'est plus du tout dans cette... elle, c'est même pas un essai, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle nous livre un manifeste. C'est une décharge. ouais, Alors en Suisse, ce qui est drôle, Après, il peut y avoir pire. On peut attendre le premier roman de Nicolas Hulot, ça. en Qui Suisse, ce qui est sort d'ailleurs, attendez, le 15 octobre. En Suisse, ce qui est drôle, c'est qu'on a un exemple inverse, avec par exemple un écrivain comme Martin Suter, qui a écrit un certain nombre de romans qui ont eu beaucoup de succès. On peut penser à Small World, de La face cachée de la Lune ou d'autres, et qui, il y a quelques années, ou depuis quelques années, s'est mis en tête, d'écrire des petits romans policiers qui ont aussi beaucoup de succès. Donc il a cette double carrière-là. Mais pour avoir réfléchi aussi par rapport à cette question, c'est vrai qu'en Suisse, alors, Fred Vargas, elle va très loin parce qu'elle change complètement de genre, elle change complètement de style d'écriture. C'est vrai que c'est vraiment un grand écart qu'elle fait. Par contre, en termes d'écriture, en Suisse, c'est vrai que la majeure partie des grands écrivains auxquels je peux penser, que ce soit Duredmat, que ce soit Frisch, que ce soit... Par exemple, Chessé a eu le Goncourt pour le roman, mais il a aussi eu le Goncourt, on l'oublie parfois, pour la poésie. C'est vrai que... Il y a une habitude, en tout cas en Suisse, chez les auteurs, de souvent avoir plusieurs carrières au niveau littéraire. Par C'est contre, vrai pour toute la littérature. il me semble Aragon a que c'est le écrit... cas. Il me semble que c'est tout à vrai. l'heure, on évoquait des poèmes. Aragon a écrit des poèmes exceptionnels, des romans extraordinaires. Mais par contre, Sartre il y a un a écrit côté- des essais philosophiques et des Houellebecq, romans. ouais. Ah ouais, c'est le cas. Camus, pareil. Donc, Mais par contre, il y a eu, c'est vrai, on va dire, une sorte d'homogénéité malgré les différents styles d'écriture chez un auteur. C'est vrai que la Fred Vargas, elle va vraiment complètement ailleurs. oui, c'est un texte militant. Voilà, c'est juste ça. C'est un texte militant. C'est pour ça que je dis que c'est un texte qui me paraît à la lecture, moi qui suis sensible et qui aime beaucoup ces problèmes-là, qui est quand même un texte assez idéologique. Oui, mais en même temps, Alors ça, qu'il est ça a fort, le il est mérite fort. d'interpeller quand même beaucoup de personnes parce qu'encore une fois, elle est très populaire et on sent qu'il y a vraiment tout son public qui la suit. Alors peut-être qu'ils sont tous acquis à sa cause, mais je trouve qu'on en parle beaucoup de la biodiversité. Par exemple, quand il y a eu le rapport qui est sorti, puis maintenant, bon, Il n'y a qu'à voir on votre l'a dit. tenue. On Et elle l'a veut nous dit. Ah, mais quand elle sort dans la rue Estelle Martin, on l'appelle On Chlorophylle. l'appelle le Harabar. Et elle Je veut nous pense que sortir de généralité parce que le discours est assez minimum et elle va dans des spécificités Ouais. et elle veut toucher à des points qu'on aborde Oui, pas il y a un côté nécessairement. Binoche de la littérature. Oh, ça va très mal, faisons quelque chose. Ce qui n'empêche pas que Juliette Binoche est une très grande actrice. Bien évidemment. Nous avons terminé avec Fred Vargas, en attendant donc le prochain exemplaire des aventures du commissaire Adamsberg. Et nous allons aborder donc un autre sujet. Il s'agit maintenant de Maître Gims. Il ne faut plus l'appeler Maître. Gims suffira désormais. Il raccourcit son nom et paradoxalement donc rallonge un album sorti il y a un an, Transcendance, qui vient de sortir, mais qui est en fait une réédition d'un album qui s'appelait Ceinture Noire, auquel 13 titres inédits ont été rajoutés. Alors tout ça est un petit peu compliqué. Je vous propose d'en écouter un extrait avant de parler donc de Gandhi Juna, alias Gims et non plus Maître Gims. Encore une fois, j'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça me torture l'esprit, j'assume mes erreurs. J'ai la conscience au bout du fil, ma tête est ailleurs. Ne parle pas de savoir-vivre, je suis la preuve vivante que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, Denise nous a rejoint. Denise Epoté, que vous connaissez évidemment puisque vous êtes amoureux de TV5 Monde. Concert au Stade de France le 28 septembre. On attend 80 000 personnes. Il y a déjà des stades entiers qui ont été remplis lors des concerts donc en Afrique. Alors, est-ce que quelqu'un a une explication sur ce changement, Denise? Pourquoi Maître a-t-il disparu? Parce qu'il trouvait que ça faisait trop condescendant et trop prétentieux. C'est pour ça qu'il a décidé de ne plus s'appeler que Gims, Ouais. au lieu de Maître Il Gims. s'en est rendu compte au bout de 10 ans. C'est quand même assez bizarre. Oui, mais ça change rien à son C'est une talent. conscience à retardement, ce garçon. Mais ça ne change rien à son talent. Mais il garde ses lunettes de soleil. Denise vient d'entrer dans ce studio et déjà voulait l'interrompre. Non, pas du tout. Je voulais juste apporter une précision. Denise, allez-y. Alors, je- Méprisez-les. Je ne les méprise pas. Non, c'est parce que justement, il trouvait que c'était méprisant de se faire appeler Maître Gims qu'il a décidé de ne plus se faire appeler que Gims, tout simplement. Mais je trouve que ça ne change absolument rien à son talent. Pour moi et pour beaucoup
ses admirateurs. Il reste un maître, hein, parce qu'il remplit quand même des stades en Afrique hein, qui font 40 000 places. Comme vous le rappeliez, il va remplir le Stade de France. Il est attendu au Stade de France au mois de septembre. Mais je voudrais ajouter que, contrairement aux artistes congolais qui nous ont habitués à des voix un peu haut perchées, des voix presque féminines d'ailleurs, hein, je pense à Papa Wemba, Koffi Olomide, et puis même Fally Ipupa, Maître Gims a une voix beaucoup plus chaude, hein, beaucoup plus chaude et qui plaît. Vous lui avez redonné sa Légion d'honneur, Et là, puis il on va voit repasser bien encore dans son dernier album, hein, Transcendance, avec cette très belle chanson, Miami Vice, et ce très beau clip, d'ailleurs. Oui, puis on voit qu'il a Très encore, années 80. il a encore beaucoup de popularité, hein, vous l'avez dit, parce qu'en plus, il se tacle avec Booba, qui est quand même le rappeur français le plus illustre de la planète, on va dire, et lui qui reste le duc de Boulogne. Hein. Mais oui, mais en même temps, ça montre l'importance de Gims, parce que sinon, il ne s'amesuserait pas à aller lui chercher des noix sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, c'est que sur les réseaux sociaux. Mais si vous mettez l'accent sur un sujet fondamental, cette bataille entre Gims et Booba, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Alors là, ouais, c'est toujours pour des picadilles, c'est-à-dire soit certains titres de musique. Là, j'avoue que là, j'ai oublié, c'est tellement Parce que important. moi, je me au souviens niveau que de la... Gims s'était battu avec Joey Starr sur des questions de musicalité, car il appartient à une famille de musiciens que lui-même revendique justement et cet héritage et cette pratique, et qui s'est toujours méfié d'un rap qui serait un rap simplement scandé, sans base musicale. Bah, vous lui, voyez la chanson est importante pour lui. C'est vrai qu'il a une voix. Vous avez vu cette transition, ce talent? Incroyable sur cette voix. Mais il doit se méfier de son frère, Dadju. Parce que quand j'étais au Sénégal, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal, on parlait plus de Dadju que de Gims. Alors attention à lui. C'est pas du tout le même style. Non, pas hein. du tout. Lui, c'est plutôt. Alors, quelle est la R&B. différence, Denise? Vous avez avancé quelque chose? Il faut... Dadju fait plutôt dans le style un peu très jeune. C'est pas le cas de Gims du tout, qui garde un peu aussi par moments cette tendance un peu rumba congolaise. Dadju, c'est plutôt vraiment la musique des jeunes. Et c'est vrai qu'il marche très très bien en Afrique aujourd'hui. Voilà, il a toujours des lunettes exceptionnelles. Revenons maintenant sur cet album. Est-ce que vous pensez justement de ce débat philosophique transcendantal, Gims ou Maître Gims? Ah, mais ne dormez pas, cher ami Sylvestre. Non, non, je suis. Donc on l'appelle. Mais battez-vous, dites quelque chose. Ouvrez votre teddy, montrez vos t-shirts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais Non, moi, je suis plus inspirée, si vous voulez. Pourquoi ça continue? Non, mais la question c'était ça. Ah, La enfin, il question, se c'était- réveille. La question qu'on nous a posée, c'était Gims est-il toujours maître? Sous-entendu, est-ce que, en gros, la mode maître Gims ou Gims ne passe pas au profit d'autres? Et en fait, on pourrait revenir sur ce qu'on a dit sur PNL, par exemple, en réfléchissant un peu à la stratégie que ces artistes ont. Alors, je ne conteste pas et je n'irai pas mettre les doigts là-dedans, dans la qualité de sa musique ou pas. Enfin, je veux dire, allons au-delà de ça, puisqu'il y a des gens qui l'aiment, les gens qui l'aiment pas. Je vous dirai pas dans quelle catégorie je me trouve. Oh, Mais- J'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. Ah, mais vous Non. savez très bien que dans les figures de rhétorique où on refuse de choisir, c'est toujours parce qu'on choisit le négatif. Mais vous ne devez pas mettre le doigt sur ma figure rhétorique, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est très malin. Il est très malin sexuel, ce garçon. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, notamment, et Laura est bien placée pour le savoir, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et il y a toute une série de techniques au-delà de la qualité musicale intrinsèque qu'on peut avoir. Et lui, il les maîtrise toutes, ces techniques. Par exemple, il rallonge un album qu'il avait déjà, donc un album qui a marché, il change le titre, il rajoute 13 chansons, et donc, voilà, ça, c'est une première méthode. Il fait des featuring, ce qu'on appelle des featuring, donc des collaborations. Ici, il vient de faire une collaboration avec Maluma. Boum, ça explose. Il fait une vidéo où il cite des versets du Coran, ça continue. Il clash, autre méthode, avec Booba, il s'attaque pas à n'importe qui, ça continue. Et donc tout ça, ça permet d'entretenir. Alors je dirais pas qu'il y a une armée derrière lui de communicants qui lui disent comment faire, Mais il y a une stratégie. néanmoins, il y a une stratégie. Voilà. Il y a une stratégie, et cette le changement, stratégie... non. Et dans le changement, non, aussi. C'est un événement. Il faut toujours créer l'événement. Avant, on appelait ça le buzz. Maintenant, le mot buzz est devenu un peu galvaudé. Mais ce sont des événements, des micro-événements pour continuer à Il exister. change le nom, mais alors il y a une chose Vous qu'il avez faut remarqué quand savoir. même une chose, c'est quand on le menace de lui filer des grands coups de tabouret sur la tronche, il se réveille quand même. Bah, vous avez vu, hein? Sylvestre. Laura. Parce que vous parlez des réseaux sociaux, il change de nom, oui et non. Parce que pour compléter ce que Cet disait équilibre Denise... de la tablette sur vos genoux, Au c'est dé- quelque chose ah oui, de c'est grandiose. travaillé, si vous saviez. Pour Devriez compléter aller au Crazy Horse ce que Saloon avec disait Denise,
Venise, c'est que il a effectivement changé parce qu'il en avait assez. Mais il dit, même quand je vais à l'international, on comprend pas toujours et parfois on m'appelle que maître. Donc ça commençait à me gêner. Au départ, j'avais choisi maître par rapport au manga et pour être compris de tout, j'ai choisi de m'appeler que Gims. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il a demandé ça sur Instagram, où il est suivi par près de 2 millions de personnes. Mais alors sur Facebook, sur son compte officiel, où il est suivi par plus de 6 millions de personnes, il y a encore maître Gims. Donc je pense qu'il est encore entre les deux, puisque sur certains réseaux, il se fait appeler Gims. Sur d'autres réseaux qui sont quand même influents, il se fait appeler encore maître Gims. Alors qui est-il vraiment? C'est la question que Mais ça, c'est aussi- je lui pose en direct. Permettez Il est à en- Marie-Christine il est qui a en traversé pleine vue. l'océan puisse Oui, intervenir. les nouvelles récentes ont montré aussi il aime jouer sur 2 tableaux. Enfin, on ne s'étendra pas là-dessus, mais Gims, maître Gims, moi je pense qu'il y a de la place pour les deux, n'est-ce pas? Et Pourquoi il si ne faut je me pas fie au- s'étendre là-dessus, d'abord? Si vous pouviez Parce laisser que Marie-Christine s'exprimer plus de Selon 20 les secondes. chiffres, 80 000 places au Stade de France bientôt. Et je vais vous rendre tous jaloux, puisque Gims, quand il vient chez nous, à Montréal, il joue dans une toute petite salle qui s'appelle le Théâtre Olympia sur la rue Sainte-Catherine. Et qui. Moi, je suis pas jaloux. hein. Et comment se fait-il appeler? C'est ça. Bon, alors là, nous, Gims, maître Gims, on voit pas la différence. Les deux cohabitent très bien. Tant que le groove est là, il n'y en a pas de problème. Rappelez-vous, Prince, combien de fois il a changé de nom? Par coquetterie, pour des concepts albums, pour des contraintes contractuelles. Donc, moi, si j'étais Gims, je m'inquiéterais pas du tout. Et puis, il était fatigué de s'appeler Maître Gims. Et ses références aux arts martiaux, au manga. Et je pense qu'avec l'importance qu'il se donne et qu'il a aussi, je pense qu'il peut se permettre de changer encore 10 fois de Et il peut nom. garder la Alors, double non, 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 nationalité. Revenons quand même à l'essence de cette musique. S'il y a un album qui est là, ça correspond à quoi cette musique? Vous disiez son frère, musique de jeune, mais lui, c'est quoi? C'est une version contemporaine de la rumba? Oui, c'est une version contemporaine de la rumba, je dirais ça, oui, tout à fait. Mais Ils auraient présenté des émissions à la télé. voilà. C'est dingue, c'est C'est le l'esprit, savoir. Mais pour revenir encore à ce Imaginez que débat Denise me entre dise, mais non, Maître je veux rien. Gims et Gims, quand on écrit pour Sting, on est quand même un maître. Ouais. Hein, c'est pas donné à tout le monde, quand même. C'est vrai qu'il a fait un feature. Et donc, cette version contemporaine de la rumba, comment se décalque-t-elle par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont chanté justement la rumba congolaise? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que déjà, il faut déjà noter que Gims chante en français. Il ne chante pas en lingala, contrairement aux autres artistes originaires de la RDC. Ça, c'est déjà un point de démarcation. Il a même dit d'ailleurs que quand il se rendrait aux États-Unis pour se produire, il continuerait à chanter en français. Donc ça, c'est vraiment une marque de fabrique pour Gims. Tandis que quand on regarde, on le compare par exemple à Fally Ipupa, qui lui chante à la fois en français et en lingala. Mais après, est-ce qu'il ne va pas perdre un petit peu de sa popularité? Alors, c'est vrai qu'il est... parce que je trouve qu'il dérive de plus en plus vers enfin, je ne sais pas si on peut dire de la pop, mais par exemple, à des Damso qui cartonnent en France et pas seulement, dans le monde francophone, avec un son rap. Son frère, lui, fait plutôt du R&B. Lui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il cherche peut-être un nouveau nom, mais il cherche aussi peut-être un style, vraiment, Il ne parce faut pas qu'il oublier d'où il dérive vient aussi. vraiment C'est vers un la pop. ancien de section d'assaut, il ne faut pas oublier ça aussi. Oui, hein. Donc les origines sont toujours là. Donc, mais en même temps, quand il arbore des t-shirts où c'est écrit « Je ne suis pas un rappeur », tout est dit. Mais il est... Mais il y a aussi, on parlait des écrivains justement qui faisaient du polar et qui voulaient aller vers une espèce de respectabilité ou toucher un plus large public. Je crois que les rappeurs, et on le voit même avec un Romeo Elvis aujourd'hui, se détachent de plus en plus d'un rap classique pour la chanson, en tout cas l'expression chantée, plus que l'expression parlée ou le slam ou ce genre de choses. Donc c'est un mouvement qui est amorcé par des rappeurs depuis quand même un petit temps, pas tous. Certains restent dans une certaine radicalité formelle, mais un certain nombre d'entre eux vont vers plus de pop, comme mais vous là- le disiez, oui. Voilà. Pour Maître Gims, il semble quand même effectivement qu'on soit dans cette logique-là aujourd'hui. Il a délaissé, je ne suis pas complètement convaincu qu'ils sont encore dans une rumba congolaise adaptée. Modernisée. Quand on écoute les 52 titres de son album, on est quand même dans quelque chose qui est assez... pop commercial. J'ai vraiment l'impression, pour aller plus loin que ce que tu disais, ou pour reprendre ce que tu disais, on est vraiment, pour moi, aujourd'hui, dans une logique très industrielle, commerciale, d'occuper le terrain pour Maître Gims. Avec 52 titres pour un album, c'est presque une playlist à lui tout seul. En plus, avec des choses qui sont relativement différentes sur l'album. Donc, vous pouvez mettre les 52 titres et laisser passer. Finalement, c'est presque comme si on écoutait la radio. Qui plus est, ils gagnent leur vie aujourd'hui avec des vues sur les plateformes de streaming et autres. Il est très présent avec beaucoup de titres, avec Ils ont beaucoup tout de titres compris au différents. business, ouais.
Pardon ? Ils ont tout compris au business Ouais, mais contemporain c'est- dans un univers qui est ultra concurrentiel. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une démarche aujourd'hui de cet ordre-là qui va presque C'est le au-delà de la démarche artistique, qui va dans une démarche qui est complètement commercialo-marketisée, que ce soit le nom, que ce soit le style de musique qui fait, que ce soit ses présences, que ce soit la longueur de Et le fait l'album qu'il qui fasse peut être autant de en collaborations avec d'autres artistes puis les featuring, permet ouais, de les ramener collaborations. les communautés de ces artistes-là. Exactement. Bien sûr. Voilà ce qui se fait d'ailleurs à l'initiative de beaucoup de gens aux États-Unis qui ont lancé cette mode. Des featuring multiples et variés. Voilà, après cet ardent débat sur Maître Gims, devenu Gims, nous accueillons Jacques Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe. Merci de nous rejoindre. Faites attention, le tabouret est piégé. C'est notre bien-aimée productrice qui l'a installé. Comment allez-vous? C'est une plaisanterie, bien sûr. C'est une plaisanterie, bien sûr. Voilà. Alors, exposition consacrée au football. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Eh bien, le football, pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde, est un miroir de ce que sont les différents pays. C'est un des miroirs, c'est pas le miroir. Et ce qui est passionnant dans cette exposition, c'est de découvrir comment, dans chacun des pays arabes, le football a été en effet à la fois le révélateur des transformations et l'agent de transformation. Concrètement, si nous prenons en ce moment, partons de l'actualité. L'Algérie connaît des manifestations populaires dans tout le pays. Et ces manifestations, vous l'avez observé, sont des manifestations maîtrisées, retenues. Elles sont nées en réalité dans les stades de football. Non pas que le football soit la cause directe de ces manifestations, mais le désir d'émancipation, l'apparition d'une conscience collective tournée vers la liberté, les chants, le rituel des matchs de football, tout cela, vous le retrouvez aujourd'hui dans la rue. Et la maîtrise... Vous connaissez la célèbre phrase de Camus, que je cite Oui. de mémoire. Ce que je sais de la morale vient du football. Oui, mais dans Camus, l'Algérois. Absolument. Et dans ce cas, c'est réellement vrai. Et d'ailleurs, le football a joué un rôle très important dans la naissance des printemps arabes, qui ont plus ou moins réussi. En Égypte, qui est une des capitales du football dans le monde arabe, c'est l'évidence, mais aussi en Tunisie. D'ailleurs, dans l'exposition, tout cela est raconté à travers des images, à travers des vidéos, à travers des témoignages. Bon, il n'y a pas que cet aspect collectif, il y a aussi, dans l'exposition, les grandes personnages. Zidane, Ben Barek, l'icône marocaine, et les autres. Alors, on va parler évidemment de cette exposition dans la dernière partie de l'émission avec nos camarades qui l'ont vécu et visité avec passion. Ça fait quand même quelques années, et ce n'est pas un reproche que vous présidez cet institut, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ces années. Au fond, qu'est-ce que peut être l'avenir maintenant de l'Institut du monde arabe dans le contexte que vous venez de décrire? Ben, écoutez, l'avenir, c'est ce que l'équipe actuelle ou les équipes ultérieures en feront, c'est-à-dire faire que cet institut d'abord soit un lieu de liberté, de respect, de tolérance et de découverte, je dirais, de tout ce qui, dans les mondes arabes ou dans les cultures arabes, change positivement. Aujourd'hui, il y a tellement de clichés, de prévention sur le ou les mondes arabes qu'il est important qu'il y ait une institution au monde, elle est unique en son genre, qui, sur l'histoire de la culture arabe, sur le monde arabe tel qu'il est dans tous les domaines, pas seulement l'art, mais aussi la science, les recherches spatiales, les transformations des mœurs. Bon, voilà, mon souhait serait que l'Institut, sur cette lignée, demeure cet endroit de liberté où le monde arabe se confronte pacifiquement avec les autres civilisations. Question. Comment vous faites justement en tant qu'organisme français pour gérer justement ce lien qu'il peut y avoir entre religion et culture au sein du monde arabe? Un mot d'abord, vous devez me rappeler ça en parlant. J'ai volontairement choisi cet endroit où nous sommes, le long de la Seine, à quelques pas de Notre-Dame et à quelques pas de la Grande Mosquée. Pour que Rue Geoffroy-Saint-Hilaire, pas très loin. Voilà, pour que précisément l'Institut soit placé sous le signe de l'universalité et de la coexistence des cultures et des religions. Mais comment on fait je veux dire que le monde arabe, ce n'est pas seulement l'islam, c'est l'islam, mais c'est aussi le christianisme. Nous avons organisé ici, je crois, le plus important événement sur les
l'histoire des chrétiens d'Orient. C'est aussi le judaïsme, c'est aussi d'autres convictions, d'autres religions. C'est aussi des athées. Ce sont ceux qui se sont battus, par exemple, contre l'Empire ottoman pour faire apparaître précisément ce monde arabe. Question. Justement, parce que Estelle, je vais et on en rebondir. terminera. Aujourd'hui, il y a vraiment une peur en France, en tout cas de l'islam, des théories comme le grand remplacement. Il y a vraiment, on a vu la montée de l'islamophobie. Justement, vous, quel rôle vous voulez avoir en tant qu'Institut du monde arabe pour mieux communiquer finalement sur cette, enfin en tout cas anticiper ces peurs ou y répondre? Est-ce que vous avez ça en tête et comment vous faites? Bien sûr. Non, il faut faire reculer les clichés, les préjugés, les anathèmes de tous ordres, qui ne concernent pas seulement l'islam, qui concernent d'autres philosophies ou d'autres religions. Mais la seule manière de faire reculer les choses, c'est pas par des proclamations, c'est pas par d'autres anathèmes, c'est en montrant ce qu'est la splendeur, la beauté d'une culture. Et la culture arabe est une culture de création dans tous les domaines de la science, de l'écriture, de l'image, du cinéma, etc. Et c'est de faire que ce lieu soit un lieu d'échange. Et combien de fois on a vu dans des expositions de Lima se côtoyer des chrétiens, des juifs, des catholiques et des musulmans. Voilà, c'est la meilleure réponse. Et c'est un lieu de paix et de respect. Voilà, merci Jacques Lang. Et nous allons parler justement de cette exposition donc, de Lima, foot et monde arabe. La révolution du ballon, et nous demander si le foot a bien intégré donc le monde de la culture, s'il est un véritable objet culturel. Mais auparavant, voici un sujet de TV5 Monde. Si le football est né en Angleterre en 1863, il faut attendre le début du XXe siècle pour le voir arriver dans le monde arabe. Depuis, les rues, les tribunes des stades et les cafés vibrent au rythme du ballon rond et des joueurs de légende. Ancien entraîneur en Algérie et ex-sélectionneur de l'équipe nationale, Nasser Sanjak observe depuis plusieurs années l'éclosion du football dans ces pays arabes. Un sport qui est devenu, selon lui, un moyen d'expression politique et une voie d'émancipation sociale. Comme dans tous les pays arabes, il y a la religion, il y a Dieu, il y a le football juste derrière, juste à côté, pas très loin. Et vu les gens, vu l'impact, vu les stades, la monstruosité de la puissance de ces gens-là, de ces supporters-là, ça leur donne une puissance aussi dans la ville et dans le pouvoir politique. Et ça, ils s'en gênent pas, ils l'utilisent bien. Au fil de l'exposition, on découvre aussi les joueurs de légende du monde arabe, les matchs qui ont marqué l'histoire et des anecdotes parfois incroyables, souvent à la frontière entre sport et géopolitique. Autre thème abordé, le football féminin dans les pays arabes. Une pratique qui se heurte encore à des interdits religieux, politiques et culturels, même si les mentalités évoluent peu à peu. On ne se rendait pas compte à quel point le football est très important, surtout pour les femmes aujourd'hui. Et nous allons avoir la chance de faire la Coupe du Monde dans quelques temps. Mais sur le plan de l'émancipation, sur le plan des libertés, je crois que c'est une chose très, 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 très importante. Et puis, autre moment fort de cette exposition, les passionnés du ballon rond pourront voir le trophée de la Coupe du Monde, grandeur nature. Oui, c'est le bébé qu'on cherche tous à avoir, tous les entraîneurs. Cette fameuse Coupe du Monde qui est extraordinaire. Tout à l'heure, j'évoquais la morale du football avec Albert Camus. C'est vrai que c'est très ambigu la relation qu'on a entre le sport et la culture, car Jacques Lang vient de sortir pendant des années. Il a voulu intégrer à la culture des choses qui n'étaient pas la culture, disons, classique au sens traditionnel. Mais le débat continue à faire rage. Alors, par exemple, chez vous, par exemple au Québec, est-ce que le sport est intégré au monde de la culture? Est-ce que le hockey et Riopel, c'est la même chose? C'est une pertinente question, Guillaume, parce qu'en effet, la culture, le sport, vous nommez le hockey, parce qu'en parenthèse, en visitant l'exposition sur le foot, la culture du foot chez nous est relativement jeune. Comme vous le savez, c'est la culture du hockey. Les Marocains ont Ben Barek, nous avons Maurice Richard comme héros. Alors bref, c'est devenu à ce point culturel, oui. Et si je compare à ce que j'ai vu ici, à Lima, j'ai trouvé ça fascinant de voir l'évolution du sport depuis l'Angleterre du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à quel point c'est une voie d'émancipation.
par exemple pour les femmes de Jordanie. C'est une voie de fraternité, de liberté. Et c'est un peu ce que le hockey évoque aussi chez nous. Vous savez, ce sport qui est éminemment très, très rassembleur et qui vient tous nous chercher dans les pores de la peau. Et effectivement, j'y ai vu des parallèles avec ce qui se passe chez nous, avec le hockey. C'est totalement intégré dans notre culture. Alors, qui veut parler de l'exposition elle-même? Estelle. L'exposition, je l'ai trouvée passionnante dans le sens où elle est vraiment très politique. C'est-à-dire que j'avais vu Foot Foreign, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2016, où là, ils montraient comment les artistes s'emparaient du foot pour en faire des peintures, des sculptures. Tout le monde se souvient du film de Douglas Gordon et Philippe Parreno, qui était ce portrait de Zidane, qui avait été réalisé, si ma mémoire est bonne, avec 45 caméras autour d'un match justement de Zidane à l'époque où il jouait au Real de Madrid. Et qui a été montré au Palais de Tokyo. Et là aussi, il y a un petit film sur Zidane, puisque c'est la star du football. Mais c'est vrai que le propos à l'Institut du monde arabe est différent avec le football. En termes de révolution, on l'a vu avec Jack Lang, c'est vraiment le côté politique. Enfin, moi qui m'a frappé. Ici, ce sont les artistes, ce sont les footballeurs. Les œuvres d'art, ce sont leurs crampons, les maillots. On l'a vu dans le petit reportage. Et c'est vrai que c'est passionnant. Moi, quand j'ai parlé un peu de l'Algérie, ce qui se passe en ce moment, de la contestation, j'ai eu des réalisateurs en ligne et ils m'ont dit attention, nous les artistes, on est en ligne de pointe, mais tout a commencé dans les stades. Et c'est vrai que là, je trouve que ce qui est passionnant, encore une fois, dans l'exposition, c'est que ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle comment les ultras, les clubs ultras en Égypte ont distillé la révolution, comme ça, en Tunisie. Enfin, là, je répète un peu ce que disait Jack Lang, mais voilà. Et la tournée triomphale du FLN. Cette équipe de football, la première équipe nationale de football algérienne composée de membres du FLN qui ont donc fui et qui ont fait toute cette tournée triomphale en Europe. C'est génial. Moi, je trouve que pour les nouvelles générations... qui est contesté par la génération d'aujourd'hui et qui essaye de le mais ils coller défendaient l'indépendance, ils défendaient leur pays, en tout cas leur vision du pays. Et ça nous est raconté avec des films, avec surtout des photographies, des témoignages. Et c'est passionnant, encore une fois. Oui. Alors, qui n'a pas vu une compétition ou un match de la CAN, donc la Coupe Afrique des Nations, n'a évidemment pas, comment peut-on dire, mesuré le chaudron exceptionnel que peut être à la fois la poésie, le nationalisme et les rivalités entre différentes équipes, et notamment en Afrique où la CAN est un événement phénoménal. Oui, c'est vrai, Guillaume, la CAN est un événement phénoménal, un événement politique d'abord, hein, parce qu'il permet de mesurer justement cette cohésion à la fois nationale et même ethnique dans plusieurs pays, parce que quand vous avez 11 joueurs qui portent le même maillot et qui mouillent le maillot pour défendre les couleurs, le drapeau national pendant les compétitions, c'est là qu'on se rend compte que c'est un jeu qui est fédérateur et qui sous-tend justement la cohésion nationale du pays. Alors, pour revenir à la CAN, il faut savoir que dans quelques jours, va s'ouvrir 21 juin, ça la 32e édition de la CAN, la première édition avec 24 équipes et qui revient en Égypte parce que le Cameroun, malheureusement, pour des raisons de sécurité, n'a pas pu accueillir cette édition. Mais l'Égypte, il faut le rappeler, c'est la première nation de football africaine qui a remporté 7 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était un peu légitime que cette édition revienne se jouer en Égypte, où malheureusement, depuis 2012, les championnats se jouent à huis clos, après ce malheureux incident qui a causé la mort de 70 personnes. Michel, est-ce que vous considérez que le football, c'est la culture ? L'UNESCO parle, c'est très rapide, dit une culture englobe des arts, des lettres, la science, mode de vie, lois, système de valeurs, traditions, croyances. Le football, c'est tout ça. Le football a des artistes, le football, on écrit sur le football, c'est des lettres. Il y a une science du football, il y a des bouquins qui sont dédiés aux techniques, aux tactiques. C'est un mode de vie, pensez aux supporters, c'est avec des rendez-vous réguliers. Il y a évidemment des lois, il y a un système de valeurs, il y a des traditions, il y a des croyances, il y a tout ça. Il y avait une expo... Il y a des débordements, il y a du nationalisme, il y a des choses qui sont quand même pas très agréables. Alors, il y a ça aussi, mais il y a aussi des clubs qui représentent des luttes sociales. On peut penser à, je ne sais pas, dans plusieurs pays, que ce soit l'Olympiakos, le Panathinaikos, vous avez d'un côté plutôt les classes populaires et puis les classes aisées. En Suisse, c'est la même chose avec le FC Zurich, les Grasshoppers. En Italie, pareil, entre la AS Roma et la Roma. Ou bien le Turin et puis le FC Torino et puis la Juventus, par exemple. Il y avait une expo en Suisse il y a quelques années à Bâle, au Musée d'Histoire, qui s'intitulait Football, Amour, foi et espérance, et qui expliquait, ou qui essayait justement d'expliquer de quelle manière le football pouvait être vécu comme une religion.
pour aller dans le sens d'une culture. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a des dieux voilà, sur le terrain, il y a des pratiquants, il y a des croyants, il y a des cathédrales. C'est comme ça que les journalistes sportifs souvent font référence aux grands stades de foot. Il y a les messes, les fameuses messes du samedi ou du dimanche, avec les matchs qui ont lieu. Non, vraiment, Jack, là, on parlait tout à l'heure d'un miroir de la société qui était le foot. C'est exactement ça, à tous les niveaux, avec toutes les projections qu'on peut avoir. L'argent, la croix. L'argent. Le foot, c'est vrai, c'est absolument, complètement, entièrement aujourd'hui, plus que peut-être n'importe quel sport. Tous les sports le deviennent, mais le foot particulièrement, parce qu'il est universel, il est internationalement joué, c'est vraiment un objet culturel en soi, totalement. Le Belge. Non, je dis le Belge parce qu'en matière de football, on a failli se croiser à la Coupe du Monde. Vous vous Oui, souvenez, mais bon, vous avez perdu. à l'année dernière. C'est dommage. Je me souviens plus. Mais moralement, Pas de quoi vous voulez parler. perdu. Non, mais ce qui est intéressant. Et Eden Hazard est parti au Real de Madrid. Ce qui est intéressant, et comme le disait un petit peu Denis, justement, c'est qu'en Belgique, on considère souvent alors que c'est un pays qui est de moins en moins un pays, que c'est un conglomérat ou une agglomération de deux entités culturelles qui sont l'entité francophone au sud et l'entité flamande au nord. Et on dit de plus en plus que le seul élément culturel qui nous tient encore, c'est l'équipe de foot. Parce que dans cette équipe de foot, il y a autant de flamands que de wallons, autant de francophones que de non-francophones, et que, en définitive, c'est l'expression même de notre belgitude ou de notre identité belge qui est dans l'équipe de foot. Et c'est pas un hasard, je trouve. C'est très intéressant. Et on retrouve ça à plusieurs niveaux dans l'exposition. Alors, effectivement, le football est, comme l'a dit Michel, une culture au sens civilisationnel du terme, mais il y a aussi beaucoup de points de contact entre le football et l'expression artistique. Si on regarde, on parlait de PNL par exemple, eux portent des maillots de foot, il y a vraiment des échanges entre tout ça. Chaque année maintenant, enfin tous les 4 ans pardon, quand les Diables Rouges partent à la Coupe du Monde, on choisit un hymne. Cette année c'était Damso qui a été choisi, ça a fait une énorme polémique chez nous. Et donc il y a vraiment, et c'est les joueurs qui avaient choisi le morceau, et tout ça n'a pas été compris. Il y a beaucoup de joueurs français qui finissent dans la chanson. Je suis allé voir Pascal Olmeta qui chante Tape dans le ballon. Eric Cantona. Voilà. Joël Batz avec les Je m'en vais. Basile Boli avec Chris Waddle. Donc vous voyez, il y a quand même il y a aussi pas mal de... Il y a des vraies œuvres d'art par contre. Et il y a des vraies œuvres d'art aussi. Il y a je ne sais plus quel joueur de foot qui a décidé d'être acteur, qui est parti En tout cas, il y a Eric Cantona. Eric Cantona aussi, qui est peintre. Donc il y a vraiment des points de contact très très forts. Il y a des footballeurs maintenant qui sont collectionneurs d'œuvres d'art. Donc il y a vraiment des échanges très très forts entre ces deux mondes. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, hein, attention, avec les Pharaons contre le Zimbabwe, hein, je crois, pour l'ouverture 21 juin. Mais il y a aussi la Coupe de monde féminine qui en France, le 7 juin, la France affrontera la Corée du Sud. Non, mais il faut le rappeler maintenant, les femmes arrivent en pointe de crampon. Voilà. Et Lyon vient de gagner la Champions League féminine face à Barcelone. Qu'y a-t-il écrit donc sur cette... Qu'y a-t-il écrit sur les réseaux sociaux concernant sur les réseaux sociaux. Mais justement, j'allais justement parler de la Coupe du Monde féminine, puisque on parle évidemment d'une culture foot sur les réseaux sociaux, mais récemment, c'est le foot féminin dont on parle beaucoup, peut-être à l'approche de cette Coupe du Monde. Et il y a plein de jeunes talents de dessinatrices, notamment une qui s'appelle Chloé Vary, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Saison des Roses, où elle s'immerge dans la formation d'une équipe féminine dans les quartiers, dans les banlieues, où là aussi c'est compliqué, non pas de trouver des joueuses, parce qu'il y en a de plus en plus avec beaucoup de talent, mais d'exister par rapport aux hommes plutôt misogynes et qui disent mais qu'est-ce qu'il y a, tu vas te mettre à jouer au foot et tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc effectivement c'est un véritable miroir et ça vaut le coup d'aller voir tout ce qui se fait en termes de football féminin, en création graphique, bande dessinée sur les réseaux sociaux, c'est assez relayé. Voilà, vous trouverez chez Grasset un excellent essai de notre camarade Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, sur le football. Et nous allons passer immédiatement au coup de cœur, en commençant par vous, Marie-Christine. Oui, alors à la Biennale de Venise, on l'a évoqué un peu plus tôt, Isuma, c'est un collectif d'artistes inuits qui représente le Canada cette année. Et je vous conseille d'aller faire un détour. Il y a une web diffusion en direct de la terre de Baffin, au lieu d'Isuma. Et il y a aussi beaucoup de cinématographie, une installation vidéo. C'est événementiel pour le Canada que d'être représenté donc cette année par Isuma, ce collectif autochtone, à la Biennale de Venise. Ah.
L'anniversaire d'un disque, Ideal Crash, c'est le 3e album de Deus, qui est un des plus grands groupes pop-rock belges. C'est le 3e album, c'est l'album qui leur a permis d'être connus à l'international. Et cet album fête ses 20 ans cette année avec toute une série de concerts autour de cet événement. Moi, c'est un prix littéraire, le prix de la Petite Maison à Nice, qui a été remis à Dominique Bonnat pour Mes Vies secrètes, et qui est un roman exceptionnel où elle met beaucoup d'elle-même et elle raconte toutes les enquêtes qu'elle a fait pour écrire ses biographies. Il y a notamment toutes les coulisses d'une relation avec Romain Gary, passionnante. C'est un véritable voyage, je vous le recommande. Voilà, elle est la biographe de Romain Gary, mais on en parlera comme coup de cœur dans une prochaine émission. Michel. Bien, mon coup de cœur cette semaine va à Nilda Fernandez parce que bien, sa disparition m'a touché. Je l'avais rencontré une fois, c'était dans les années 90, alors qu'il était en tournée. J'avais passé pratiquement un après-midi avec lui assis sur une carriole, tiré par un cheval, à discuter, à enregistrer, à faire une interview. Et le bonhomme m'avait vraiment touché. En plus, c'était une des premières interviews d'artistes que j'avais faites. Et c'est vrai que quand j'ai appris sa disparition... Nos fiançailles, Madrid. Mais ça m'a touché parce que ce type avait une sensibilité, avait une sorte d'honnêteté, un charisme que j'ai assez rarement retrouvé après dans des entretiens que j'ai pu avoir avec d'autres artistes. Et c'est vrai que voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose quand j'ai appris qu'il était décédé. Denise, coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, ça s'appelle Héritage. C'est l'œuvre que signe l'artiste ivoirienne Valérie Oka, qui est un des grands noms de l'art contemporain en Afrique aujourd'hui. Elle est présentée à la Biennale de Venise. C'est une série de 7 tableaux qui mêlent à la fois des dessins et des masques et qui, selon l'artiste, racontent le temps présent et l'insaisissable apparence des esprits disparus. Estelle. Un très joli spectacle, une déclaration d'amour au monde gitan, l'âme gitane en tablao. En fait, c'est un jeune homme, un jeune metteur en scène français, Benjamin Barouk-Rossmann, qui s'est pris passion pour le monde gitan. Et donc là, il met en scène une danseuse flamenca qui est extraordinaire, qui a été dans des films de Tony Gatliff. Et il y a des poèmes de Garcia Lorca ou d'Alexandre Romanès. Ça se joue en ce moment à Paris. Mais si ça passe dans le monde francophone, eh bien, allez voir ce très joli spectacle dédié au monde gitan. Voilà, et pour terminer, donc, Michel Simon, Une vie de cinéma avec une préface d'Édouard Baird chez Gallimard. Vous connaissez peut-être Michel Simon, c'est le patron de Positif, c'est la revue Réval des cahiers du cinéma. Il y a toujours une bataille entre les cahiers du cinéma et Positif. Michel Simon est le patron de Positif et cette vie de cinéma est publiée dans les excellentes éditions qu'on ne présente plus, les éditions Gallimard. C'est indispensable à lire pour ceux qui aiment évidemment le 7e art. Au revoir. Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire. Une cicatrice